En 1860, l'aliment le plus cher trouvé sur un marché de Londres n'était pas le bœuf. Ce n'était pas les huîtres. C'était un légume qui poussait gratuitement, directement sur la plage. Dans l'Angleterre victorienne, un seul panier de cette plante se vendait 9 pence, ce qui le rendait plus cher qu'une livre de steak. Il était servi au pavillon royal par les rois. Il a été cultivé par Thomas Jefferson à Monticello pendant 13 ans. Pourtant, il poussait à l'état sauvage sur chaque plage désolée et balayée par les vents, de l'Écosse à la mer Noire. Les marins le mangeaient pour éviter le scorbut. Les jardiniers victoriens construisaient des enceintes murales entières juste pour le cultiver. Il était considéré comme le luxe ultime, un légume si délicat, si savoureux et si complexe qu'il donnait à l'asperge le goût de l'herbe. Puis il a disparu. Pas parce qu'il s'est éteint. Si vous marchez sur une plage de galets dans le Sussex ou l'Oregon aujourd'hui, vous pourriez encore marcher dessus. Il a disparu à cause d'un défaut fatal. C'est un légume qui exige d'être traité comme un individu. Il ne peut pas être récolté par une moissonneuse-batteuse. Il ne peut pas être emballé par un robot. Et il pourrit quelques heures après avoir été coupé. Au XXe siècle, si vous ne pouviez pas le mécaniser, vous ne pouviez pas le vendre. Ceci est l'histoire du chou marin, la délicatesse victorienne que l'agriculture industrielle a abandonnée car elle était tout simplement trop problématique. L'histoire s'ouvre en 1731 sur la côte brutale et rocheuse du Sussex en Angleterre. Un botaniste nommé Philip Miller a publié son dictionnaire du jardinier. Dans celui-ci, il a documenté une coutume curieuse. Il a observé des villageois locaux se rendant sur les plages de galets au début du printemps, creusant dans l'état de pierre à main nue. Ils cherchaient des pousses blanches et tendres, émergeant de profondes couronnes racinaires souterraines. Il l'appelait chou marin, la miette antique. Miller a écrit que, cuites, ces pousses rivalisaient en saveur avec les artichauts. Mais il ne l'a pas découvert. Les habitants le mangeaient depuis des siècles. Des preuves archéologiques suggèrent que des peuples néolithiques le faisaient rôtir avec des algues sur des feux de camp il y a des milliers d'années. À l'époque romaine, il était reconnu comme une délicatesse. Des barils en étaient marinés pour de longs voyages. Mais en 1731, personne ne le cultivait. Il prenait simplement ce que l'océan leur offrait. Cela a changé en 1799. William Curtis, un autre botaniste britannique, a publié un pamphlet qui a changé l'histoire de l'alimentation. Le titre était sec, « Directions for the Culture of Crambe Maritima », mais le contenu était révolutionnaire. Curtis a réalisé quelque chose de profond à propos de cette plante. À l'état sauvage, les pousses traversent des pieds de lourds galets de plage. Les pierres bloquent la lumière. La plante lutte pour atteindre la surface. Et dans cette lutte, les tiges deviennent longues, pâles et croquantes. Curtis a réalisé qu'on pouvait imiter la plage. Il a dit aux jardiniers de couvrir les pousses émergentes avec des pots en argile au début du printemps. Obscurité totale. Le manque de lumière force la plante. Elle s'étire. Elle panique. Elle déverse tout son sucre dans les tiges pour pousser plus vite. Le résultat est un légume qui a un goût croisé entre l'asperge et la noisette, avec une texture rappelant le céleri croquant. Soudain, le chou marin n'était plus seulement un aliment paysan. C'était la fierté de l'Empire britannique. Ceci est le Crambe Maritima. Le chou marin, cette vivace qui a nourri les marins, orné les tables royales et poussé à l'état sauvage sur des plages où rien d'autre ne pouvait survivre. Pour comprendre pourquoi cette plante est si spéciale, il faut regarder où elle vit. Le chou marin est une halophyte. Cela signifie qu'il aime le sel. La plupart des plantes meurent si vous y versez de l'eau salée. Le chou marin la boit. Il pousse sur les plages de galets, des endroits qui sont à peine de la terre, juste des amas de roches mouvantes, de sable et un constant embrun salé gelé. Ce sont des environnements où presque rien d'autre ne poussera. Mais le chou marin n'y survit pas seulement, il domine. Sur les côtes de Suède, de Finlande et d'Estonie, c'est l'espèce végétale dominante. Lorsque le vent souffle du sable sur la plage, les touffes épaisses de chou marin le piègent, formant en fait les fondations des dunes de sable. Il est bâti comme un tank. Il a une racine pivotante profonde qui perce les pierres pour trouver de l'eau douce. Ses feuilles sont épaisses, caoutchouteuses et bleu-vert, recouvertes d'une pruine cireuse qui repousse le sel comme un imperméable. Ses graines sont liégeuses et flottantes. Elles peuvent flotter dans l'océan pendant des mois, surfant sur les vagues pour coloniser de nouvelles plages. C'est une vivace. Vous le plantez une fois et il vous nourrit pendant 10, 12, peut-être 20 ans. Vous pouvez en manger presque toutes les parties. Les jeunes pousses apparaissent au printemps. Les feuilles en été ressemblent à un chou frisé salé. Les capitules fleurissent comme du brocoli violet. Même les racines peuvent être rôties comme des panais.
Mais les Victoriens ne se souciaient pas des racines. Ils voulaient les pousses, et ils étaient prêts à tout payer pour les obtenir. Au milieu des années 1800, la folie du chou marin a frappé la Grande-Bretagne. Les potagers commerciaux le long de la côte y consacraient des hectares. Les vendeurs de rue, les célèbres costermongers, criaient « chou marin frais » dans les matins brumeux de Londres. Le marché de Covent Garden en avait en stock. Madame Beeton, la déesse de la vie domestique victorienne, l'a classé comme un aliment de base de la cuisine. Mais il était cher, 9 pence le panier. Pour mettre cela en contexte, l'asperge coûtait 6 pence. Une livre de bœuf coûtait 8 pence. Le chou marin était l'un des légumes les plus chers que l'on pouvait acheter. Pourquoi? Parce que le cultiver était un acte de torture pour le jardinier. Imaginez le processus. Vous plantez la couronne. Vous attendez 3 ans pour qu'elle mûrisse. 3 ans de désherbage et d'attente avant d'en avoir une seule bouchée. Puis, chaque printemps, vous devez aller dans le champ et placer un lourd pot de forçage en terre cuite d'environ 18 inches de haut sur chaque plante. Nous parlons de milliers de pots, tous déplacés à la main. Vous attendez 2 ou 3 semaines. Vous vérifiez sous le couvercle. Est-ce prêt? Est-ce parfaitement blanc ivoire? Si oui, vous le coupez. Sinon, vous attendez. Après la récolte, vous devez retirer des milliers de pots pour que la plante puisse se recharger au soleil pour l'année suivante. C'était de l'agriculture à la main. Chaque tige était personnelle, et pendant un temps, c'était bien. Les domaines riches avaient des armées de jardiniers. La main-d'œuvre était bon marché. La saveur en valait la peine. Thomas Jefferson en était obsédé. Son calendrier de jardin de 1815 le montre le récoltant à Monticello chaque avril pendant 13 ans. Le prince régent George IV le servait dans son palais en bord de mer à Brighton. C'était le symbole ultime de statut. Cela montrait que vous aviez la patience, la terre et le personnel pour forcer la nature à votre volonté. Mais le monde tournait, et l'âge de la machine arrivait. La fin du 19e siècle a brisé le système. Les jardins clos sont devenus trop coûteux à entretenir. Les coûts de main-d'œuvre ont grimpé en flèche, et un nouveau type d'agriculture a pris le dessus, l'agriculture industrielle. Les nouvelles règles de l'alimentation étaient simples. Pouvez-vous le planter avec un tracteur? Pouvez-vous le récolter avec une machine? Pouvez-vous l'expédier sur 500 miles en camion? Le chou marin a échoué à tous les tests. Vous ne pouviez pas mécaniser les pots. Un tracteur ne peut pas soulever délicatement un couvercle en terre cuite. Vous ne pouviez pas mécaniser la récolte. Les pousses se meurtrissent si vous les regardez de travers. Et pire encore, la durée de conservation. Une fois que vous coupez une pousse de chou marin, le compte à rebours commence. Vous avez des heures, peut-être un jour. Après cela, il se fane, il perd sa douceur. Vous ne pouvez pas mettre du chou marin dans un train du Sussex à l'Écosse et vous attendre à ce qu'il ait bonne allure à son arrivée. Comparez cela à l'asperge. L'asperge est résistante. Vous pouvez la botteler, l'emballer, l'expédier et elle reste croquante pendant une semaine. Alors, le marché a fait un choix. Il a choisi le légume qui survivait au transport en camion, pas celui qui avait le meilleur goût. L'asperge a gagné, le chou marin a disparu. Et une autre tragédie se déroulait en arrière-plan. Les plantes sauvages disparaissaient aussi. La demande victorienne avait été si forte que les cueilleurs ont dépouillé les plages. Ils ne se contentaient pas de couper les pousses. Ils déterraient des couronnes racinaires entières pour les vendre à des jardins privés. Des colonies entières qui existaient depuis l'ère glaciaire ont été anéanties en quelques décennies. Au moment où le gouvernement britannique a interdit la cueillette sauvage au début des années 1900, il était trop tard. Le mal était fait. En 2000, il n'y avait pratiquement plus de production commerciale de choux marins en Grande-Bretagne ou en France. Le légume qui coûtait autrefois plus cher que le bœuf avait disparu des menus. Même aujourd'hui, les populations sauvages de choux marins ne se sont pas rétablies. En Irlande du Nord, il est confiné à une seule colonie. Dans une grande partie de son aire de répartition historique à travers la Grande-Bretagne et l'Irlande, il est devenu peu commun. Il est inscrit sur la loi sur la faune et la campagne comme une espèce qui ne devrait pas être récoltée à l'état sauvage. Non pas parce qu'il est rare globalement, mais parce que les humains l'ont presque détruit par surexploitation. Alors, qu'avons-nous perdu lorsque nous avons échangé le chou marin contre l'asperge? Nous avons perdu une centrale nutritionnelle. Les marins le savaient intuitivement. Le chou marin est plein de vitamine C. Une seule portion en contient autant que les agrumes et bien plus que la plupart des légumes verts. Il a stoppé le scorbut net dans son élan. Il est chargé de vitamine K pour la santé des os. Il a plus de potassium que l'asperge. Comme ses cousins de la famille des brassicacées, tels que le chou frisé, le brocoli et le chou, il est riche en glucosinolates. Ce sont les composés soufrés qui lui donnent ce piquant. La science moderne les associe à de puissantes propriétés anticancéreuses. Nous avions une plante qui poussait gratuitement sur des terres qui ne pouvaient pas être utilisées pour l'agriculture sur les plages.
Il ne nécessitait ni engrais, ni pesticides, ni eau douce. Et nous l'avons remplacé par une culture qui nécessite un sol de première qualité, une irrigation intense et un transport international. Cela n'a aucun sens, à moins d'être un gestionnaire logistique. Mais la nature est patiente. Au cours de la dernière décennie, quelque chose a changé. Les chefs ont commencé à regarder en arrière. Le mouvement de la cueillette a explosé. Les gens voulaient des aliments qui avaient le goût d'un endroit précis. Et le chou marin est le goût ultime de la côte. Aujourd'hui, vous pouvez le retrouver. Il est rare, il est cher, parfois 20 $ la livre sur les marchés de Londres, mais il est là. Aux États-Unis, il s'est étrangement naturalisé sur la côte ouest. Si vous vous rendez dans d'anciens phares en Oregon ou en Californie, vous pourriez le voir pousser à l'état sauvage près des maisons de gardiens. Les gardiens l'ont planté il y a 100 ans car c'était le seul légume capable de survivre aux embruns salés. Les gardiens sont partis, les plantes sont restées. Il est même devenu une plante d'aménagement paysager. Vous pouvez le voir à Brooklyn Bridge Park à New York, planté aux côtés d'herbes et de marguerites pour ses magnifiques fleurs blanches. La plupart des gens passent à côté sans savoir qu'ils regardent un trésor culinaire perdu. Le chou marin est un rappel. Il nous rappelle que l'efficacité n'est pas la seule métrique qui compte. L'agriculture industrielle a abandonné cette plante car elle refusait de coopérer. Elle exigeait un travail manuel, elle exigeait de la patience, elle exigeait du respect. Mais ce sont précisément ces qualités qui donnent un sens à l'alimentation. Nous avons construit un système alimentaire conçu pour les camions, pas pour le goût. Nous avons optimisé pour la durée de conservation, pas pour la vie. Mais la plante n'a pas changé. Elle est toujours là, assise sur les galets, attendant que nous nous souvenions que les meilleures choses de la vie ne peuvent pas être mécanisées. Certains légumes en valent la peine. Si cette histoire a changé votre façon de voir les plantes sauvages le long du rivage, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous découvrons l'histoire que le monde moderne a essayé d'enterrer. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Le prochain trésor de la voûte sera bientôt révélé.